Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on parle santé à l'occasion de la journée mondiale du diabète en ce jeudi 14 novembre. Alors évidemment, avec nos invités, on va évoquer le diabète, mais aussi une autre maladie qui est liée à l'obésité. Deux spécialistes pourront parler avec nous, notamment docteur Pierre Fournier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du centre de l'obésité de la Côte, médecin-chef du service de chirurgie à l'hôpital de Nyon et médecin agréé au service de chirurgie viscérale du CHUV. À vos côtés, Gabriel Calderara. Bonjour à vous. Bonjour. Responsable du service de nutrition à la clinique de la Linière. Bienvenue. On va peut-être commencer par ça, Gabriel Calderara. C'est la définition du diabète. Alors on le sait, il y a diabète de type 1, de type 2. Quelle est la différence ? Diabète de type 1, il faut dire qu'il y a environ 10% de la population qui est concernée par ce type de diabète. On a souvent appelé juvénile parce qu'il apparaît plutôt pendant la jeunesse. Et ça correspond en fait à une absence relativement soudaine de production d'insuline par le pancréas. Et ça, c'est des causes qui sont, on peut dire, génétiques ? Non. Alors pour le diabète de type 1, c'est plus souvent on ne sait pas trop en fait encore. Je ne sais pas si vous avez plus d'explications il y a des là-dessus. facteurs génétiques qui sont... Quelques il y a des facteurs familles de patients diabétiques de type 1. Donc c'est voilà. plutôt des facteurs génétiques. C'est ça. Après, il y a peut-être aussi des infections, des choses comme ça qui peuvent favoriser. Mais la majeure partie des diabétiques dans le monde et puis en Suisse, ce sont des diabétiques de type 2, où là, la présence, la fabrication d'insuline, elle existe toujours, pas forcément dans des bonnes quantités, où elle est plus suffisamment active pour qu'elle soit efficace. Et est-ce qu'on peut parler là de causes environnementales pour le diabète de type 2 ? Alors, dans le diabète de type 2, il y a aussi probablement un facteur génétique, mais un facteur de style de vie, un facteur d'environnement, pas seulement alimentaire, mais aussi probablement d'autres substances qui sont peut-être présentes dans l'environnement. Il y a beaucoup de facteurs qui le favorisent, en tout cas. Et alors, quel est le lien, Pierre Fournier, du coup, entre ce diabète de type 2 en particulier et l'obésité ? Alors, les deux maladies sont liées. En Suisse, vous avez 500 000 diabétiques. Et pourtant, il y a 800 000 obèses. Donc, vous voyez qu'il y a un lien. Et ce lien, il est fait que la maladie qui est liée à l'obésité, elle peut entraîner plein d'autres maladies, notamment le diabète. Et c'est par cet appauvrissement, comme l'a dit ma consoeur, de la production d'insuline qu'on devient diabétique. En fait, le corps est usé à produire et à devoir détruire, entre guillemets, tout le sucre et les graisses qu'on lui apporte. Et c'est dans ce cadre-là qu'on développe un diabète. Alors, pour qu'on soit au clair aussi, une définition, on parle d'obésité, on parle aussi de surpoids. Quelle est la différence ? À quel moment on passe du surpoids à l'obésité ? Alors c'est très simple, il y a un calcul tout bête à faire, ça s'appelle l'indice de masse corporelle. Vous prenez le poids, vous le divisez une fois par la taille en mètres, le résultat vous le prenez, vous le redivisez une fois par votre taille et vous avez un chiffre. Quelqu'un de normal, il est entre 20 et 25. Entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Dès que vous avez passé 30, vous devenez obèse. Et après, dans l'obésité, il y a différentes catégories. 35, on est stade 2, et au-dessus de 40, on est stade 3. Il y a même des super obèses qui sont au-dessus de 50, voire 70 IMC. Et on parle de maladie. C'est une maladie. C'est une maladie qui est reconnue par l'OMS, par l'Organisation de la Santé. Épidémie. Et c'est une épidémie. Là, les derniers chiffres, elles montrent qu'en Suisse, on a 55% de personnes qui sont en surpoids, et on a 10% des patients qui sont obèses. Et ça, forcément, on l'imagine, Gabriel Calderara, c'est lié à nos habitudes de consommation. Dans le cadre de spécialités en nutrition, c'est clair que ça a un lien direct. Certainement, il y a cet aspect-là, aussi le manque d'activité physique, forcément. Aussi parfois le manque de sommeil. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut prendre du poids, pas forcément alimentaire. Et c'est un peu une pensée binaire souvent qui est présentée, oui, manque d'activité physique, trop d'alimentation, mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Néanmoins, en ce qui concerne l'alimentation, c'est vrai que notre alimentation actuelle, on voit de plus en plus, elle a recours à des aliments raffinés, des aliments ultra transformés qui prennent une
part de plus en plus importante dans notre nourriture et qui malheureusement sont beaucoup moins riches en nutriments intéressants, en substances antioxydantes, en minéraux, en vitamines, etc. Oui. Donc ça aussi, ça peut favoriser un déséquilibre au niveau de l'organisme. Si on s'intéresse à un ingrédient en particulier qui est, en l'occurrence pour ces deux maladies, on en parle beaucoup, c'est, Pierre Fournier, le sucre. Ça, clairement, alors on sait qu'on consomme beaucoup trop de sucre en Suisse, mais de manière générale dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux, c'est une épidémie. C'est le diabète sucré, c'est pas on l'appelle comme ça, hein, c'est qu'il est vraiment lié à la prise de sucre et de graisse. Vous savez que le corps humain il est capable de transformer les graisses en sucre, parce que le sucre, c'est le principal élément d'énergie pour le corps humain. Donc on en a besoin du sucre, mais il faut choisir ses sucres. Et il y a différents sucres. Et la surconsommation de sucre, ça entraîne une transformation aussi dans l'autre sens, et pour la graisse et pour le diabète. Alors, dans ce que vous nous dites, il y a une question de quantité, mais aussi de qualité. Comment on fait la différence ? Eh bien, c'est ça, c'est là tout le problème. C'est qu'on est mal informé, et la population est mal informée des différentes catégories. C'est pour ça qu'il y a des pays qui ont développé notamment les Nutri-Score ou un étiquetage sur les aliments pour dire ça c'est du bon sucre, ça c'est du mauvais sucre. Et ça, Gabriel Calderara, effectivement, c'est important de savoir évidemment ce qu'on mange et peut-être d'être informé un maximum. C'est sûr, là je parlerai pour ma paroisse, puisque je suis diététicienne, et je pense qu'effectivement on a une méconnaissance au niveau de la population de la consommation simplement de sucre raffiné, puisque la recommandation c'est 8 à 10 morceaux maximum par jour. En Suisse on est à 32 morceaux en moyenne, donc 3 fois plus que ce qu'il faudrait, souvent d'ailleurs sous forme de boissons sucrées, et là on ne se rend même pas compte qu'on en consomme beaucoup. Après, il n'y a pas seulement les sucres, il y a aussi tout ce qui est autour de la nourriture, les fruits, les légumes, les légumineuses qu'on a oubliées, mais qui sont extrêmement importantes et intéressantes dans le cas du diabète et de l'obésité. Oui, c'est pas pour rien d'ailleurs, bon, c'est un slogan, mais c'est pas pour rien qu'on nous dit manger 5 fruits et légumes par jour. D'où l'importance effectivement de minimum. Et on n'y est pas, on n'est même pas à la moitié de la consommation en Suisse. Ah oui, il y a des efforts à faire, on est même pas à la moitié en consommation de fruits, de légumes, d'oléagineux, de légumineuses. Donc on a vraiment des efforts à faire de ce point de vue-là, ça c'est clair. Alors, en cette journée mondiale du diabète, l'idée évidemment c'est de pouvoir mieux expliquer et comprendre cette maladie. Gabriel Calderara, expliquez-nous qu'est-ce que ça a comme incidence concrète chez les malades. Qu'est-ce que ça implique d'avoir le diabète ? Beaucoup de choses, manifestement. Oui, je pense que, en tout cas, du point de vue de l'alimentation, si je considère mon domaine de compétences, je pense qu'un diabétique devrait manger comme tout le monde devrait manger. De façon équilibrée, avec une abondance de légumes, de fruits et de façon régulière. Ça a des implications aussi au niveau du traitement. Qu'est-ce qu'on va devoir prendre comme médicament? Ça a des implications au niveau de l'activité physique parce que pour traiter le diabète, l'activité physique, c'est un des traitements de choix. Voilà, ça c'est quelques-uns des éléments. Peut-être on voit des liens aussi avec l'obésité. En fait, on a plus ou moins les mêmes conséquences et peut-être les mêmes remèdes, si j'ose dire. Alors, les mêmes conséquences, on les a. Le principal impact chez les diabétiques et chez les obèses, c'est leur qualité de vie. Ils ont une qualité de vie qui est complètement abaissée. De se piquer régulièrement pour avoir son taux de glycémie, c'est peut-être anodin, mais ça fait mal, déjà. Il faut le faire. D'adapter ses doses régulièrement d'insuline ou de traitement, ça a aussi des incidences. Ça a des incidences dans sa vie professionnelle, parce que vous devez faire la pause pour aller vous piquer alors que vos collègues ils vont prendre leur pause, ainsi de suite. Ça a un impact, on va dire, c'est vraiment sur le plan médicamenteux. Ça a un impact. Après, dans la qualité de vie de tous les jours, quand vous êtes obèse, d'aller faire ses commissions, c'est difficile. D'aller prendre les transports, c'est difficile. De faire ses lacets, c'est difficile. Et c'est pénible à vivre. Et puis après, il y a un autre critère que vous ne voyez peut-être pas, où on commence à en parler, c'est la grossophobie qui vous entoure. Les obèses sont un peu stigmatisés. On leur dit c'est de leur faute, t'as qu'à moins manger, faire du sport et ça ira mieux. Et c'est un peu plus complexe que ça. Et c'est ça le plus difficile à faire passer. Et je vous remercie pour l'invitation, parce qu'on peut faire passer ce message-là, que c'est et le diabète et l'obésité, ce sont des vraies maladies et qu'elles demandent une prise en charge, pour le coup, globale
et avec des équipes bien encadrées. Alors comment vous faites concrètement dans vos activités, Gabriel Calderara, avec les patients que vous avez, pour, on va dire, qu'il y ait déjà un déclic, parce que c'est quand même très difficile quand on a des habitudes qui sont là, alimentaires notamment, ou des habitudes de vie qui sont là depuis des années, si ce n'est des dizaines d'années. Il y a des moyens pour créer ce déclic ? Alors, le déclic, il peut être très variable selon les personnes et peut mettre aussi beaucoup de temps à arriver. Et dans notre pôle de diabétologie à la clinique La Linière, nous avons des intervenants comme des podologues, diététiciens, médecins, etc. Et les patients, ils vont arriver par l'un ou l'autre de ces thérapeutes. Et ces thérapeutes vont travailler avec le patient pour les faire voir, être vus par d'autres intervenants du groupe pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils peuvent faire quelque chose pour se prendre en charge. C'est extrêmement important aussi d'avoir beaucoup de patience quand on veut changer de comportement. On a tous expérimenté que si on veut adopter une nouvelle habitude, ce n'est pas fait en un jour, mais qu'il faut du temps. C'est tout à fait physiologique, il faut des semaines pour que les neurones se grandissent dans notre cerveau, donc il faut vraiment avoir de la patience. Et je voudrais juste mentionner le cas d'un patient qui dernièrement nous a dit « Ah oui, je me suis rendu compte, j'ai appris que en faisant le ménage, ça faisait aussi de l'activité physique. Donc il s'est mis à passer l'aspirateur à la maison et il s'est rendu compte que ça avait une influence sur sa glycémie. Et sa femme lui a dit « C'est quand même dommage, tu n'as pas eu le diabète plus tôt. » Effectivement, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour l'égalité ? Pierre Fournier, alors on comprend l'importance finalement de la patience. On a dit, il faut être patient, mais d'être bien entouré aussi par le corps médical, mais par son entourage. Avant, les diabétiques, ils étaient plutôt bien encadrés. C'est une maladie qui est connue depuis longtemps. Les obèses, ils étaient un peu abandonnés. Et puis, on va dire depuis une quinzaine d'années maintenant, les équipes et les hôpitaux, les professionnels de santé se sont organisés en équipes multidisciplinaires. Puis, dans notre centre de l'obésité, que ce soit à Nyon, à l'hôpital de Nyon ou au CHUV, il y a une base centrale médicale avec différents intervenants. La nutritionniste, les diététiciennes, les psychologues qui vont prendre en charge ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Maintenant, on a même des coachs sportifs. Ça, c'est le noyau dur. Vous avez même des chirurgiens, parce que la maladie obésité, elle peut aussi s'opérer. C'est votre spécialité, c'est ma spécialité en l'occurrence. Mais moi, j'arrive en dernier recours. Une fois que vous avez utilisé toute la patience nécessaire, une des solutions, c'est éventuellement d'aller vers la chirurgie de l'obésité. Et ce dont on parle beaucoup, c'est le fameux bypass. C'est une des interventions. C'est une des interventions. Il y en a deux grandes. C'est la sleeve gastrectomie, qui est la première opération réalisée. C'est là où on va enlever les 4/5 de l'estomac. Et puis vous avez l'autre opération qui est la première en Suisse, qui est le bypass gastrique. Un des montages a été créé à Lausanne, c'est le Y, selon Roux. Et Roux, c'était le professeur du CHUV à une époque. Et ça, c'est en fait, on diminue la taille de l'estomac sans l'enlever et on va faire un court-circuit, d'où le nom bypass. En anglais, court-circuit, ça se dit bypass. Et on va court-circuiter une partie des aliments. Et en mangeant moins et en diminuant l'absorption, on arrive à perdre du poids sur le long terme. Et il y a plein d'autres mécanismes. Oui. En plus, ça permet de soit guérir le diabète, et on dit bien guérir le diabète, soit nettement l'améliorer, c'est-à-dire que les personnes qui étaient sous insuline, elles vont pouvoir éventuellement repasser aux médicaments, ou alors des personnes qui étaient sous médicaments, elles ne vont normalement jamais arriver à l'insuline. Et ça, c'est le critère qu'on appelle la chirurgie métabolique, et c'est plus de la chirurgie de l'obésité. On ne traite pas l'obésité, on traite le diabète. Et on pense souvent, d'ailleurs, au sujet de ces interventions, à tort, que c'est la solution de facilité. C'est surtout pas une facilité. D'abord, il faut 3 conditions en Suisse pour être opéré. Il faut avoir un indice de masse corporelle supérieur à 35, donc il faut déjà avoir une obésité sévère, voire morbide. Il faut avoir un traitement conservateur inefficace pour une durée de 2 ans. Et c'est là où je rejoins ma collègue. 2 ans, c'est long. Parce qu'on veut qu'il y ait ces changements d'habitude alimentaire, de comportement alimentaire, de la remise à l'activité physique. C'est long 2 ans, mais c'est primordial. Ça permet de bien sélectionner les patients. Si vous êtes en échec de ce traitement, là, vous pouvez avoir accès à la chirurgie. Et c'est pas, on fait ça demain, quoi. Pas comme ça que ça joue. Et la troisième, c'est que si on vous opère, il y a un suivi médical qui doit être à vie. Parce que c'est des opérations qui ne sont pas sans conséquences, qui sont des opérations encore récentes dans l'histoire de la chirurgie. Et on ne connaît pas tout, on ne connaît pas toutes les complications encore. Et donc, on a besoin d'avoir, et pour le patient, et pour la médecine, un suivi
très encadré avec l'équipe multidisciplinaire, notamment que l'obésité et le diabète, ce sont des maladies chroniques. Même en vous opérant, même en devenant avec un poids normal, votre corps, il a été obèse. Il le sent encore. Et la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Puis, je sais pas, un décès, un divorce, les troubles du comportement, ils peuvent revenir. Ça peut enclencher de nouveau... Ça peut réenclencher la reprise de bois ou redéclencher un diabète. Et puis, il ne faut pas rester tout seul. Et donc là, maintenant, on est équipé en Suisse et dans les pays développés pour prendre en charge sur le long terme cette maladie chronique qu'est l'obésité. Et un mot, Pierre Fournier et Gabriel Calderara, sur la prévention. Alors, on l'a évoqué un petit peu, mais finalement, sous l'angle plutôt de dire, une fois qu'on a constaté qu'on était atteint, il faut avoir des habitudes alimentaires saines. Mais ça vaut, et pas seulement d'ailleurs pour le diabète et l'obésité. Gabriel Calderara, une vie saine, finalement l'équilibre, de manière générale dans sa vie, ça c'est le meilleur outil de prévention. Oui, et puis l'équilibre, forcément, on doit continuer d'avancer. On n'a jamais fini d'être en équilibre. Et pardon, c'est vraiment quelque chose à travailler tous les jours. Et il y a quand même, au niveau de l'alimentation, bien des études qui montrent qu'une alimentation davantage basée sur les végétaux est préventive par rapport au diabète. Et puis l'activité physique, forcément. Après, il y a aussi la gestion du stress. Il y a le style de vie général, pas juste ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Je voulais aussi ajouter par rapport à ce que disait mon collègue, par rapport au traitement du diabète, ces dernières années, il y a eu beaucoup de développement de médicaments, aussi de pouvoir suivre sa glycémie en continu, qui ont facilité beaucoup la vie des diabétiques. Et ça, il faut le noter, et c'est vraiment notable pour nos patients aussi. Alors quand on parle de prévention, quand on parle de surpoids ou d'obésité, on pense régime. Tout le monde connaît quelqu'un autour de soi qui a ou qui est en train de faire un régime, et il y a une jungle de régimes, Pierre Fournier, de possibilités, de manières de faire. Quel regard vous portez sur les régimes de manière générale? Est-ce qu'il y en a un peut-être qui est plus efficace, plus intéressant que d'autres? Alors, dans la prise en charge d'une obésité, on ne parlera jamais de régime d'abord. On parlera tout le temps d'un rééquilibrage alimentaire. Parce qu'un régime, c'est de se mettre en restriction. C'est-à-dire, vous mangez par exemple 2000 calories par jour et vous passez à 1000 calories par jour. Alors ça, c'est très bien, vous allez rester une semaine, un mois, 3 mois si vous êtes courageux à 1000 calories, et à un moment donné, vous craquez. Et vous allez même remanger, pas 2000, mais vous allez manger à 1500. Et c'est le fameux effet yo-yo. C'est exactement l'effet yo-yo. Sauf que votre corps, il s'est habitué à vivre avec 1000. Et les 500 de différence, qu'est-ce qu'il fait? Il les stocke directement. Et donc l'effet de je perds du poids, en fait, il est faux, puisque vous reprenez du poids, voire plus de poids. C'est ça l'effet yo-yo. Donc les régimes, c'est pas bon. Et il faut changer ses habitudes sur le long terme. Donc on va rééquilibrer l'alimentation s'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans le mode de vie, traiter le stress, et puis remettre en route la machine à activité physique. Parce que si vous mangez moins, si vous bougez plus, automatiquement, on perd du poids. Automatiquement. Il n'y a pas de miracle, effectivement, pour ça. Les régimes d'un côté, on parle beaucoup, c'est très trendy, Gabriel Calderara, en ce moment, c'est tout ce qui est diète, où les jeunes qui se font, on part soit à la maison, ou on part pendant une semaine, 2 semaines, et on mange juste du bouillon, par exemple. C'est une solution? On boit du bouillon. On boit, en l'occurrence, oui. On boit. Alors, pour certaines personnes, ça peut être très intéressant pour les inciter à faire. Ça peut être le déclic, justement, on parlait de déclic tout à l'heure. Pour certaines personnes, ça peut être un déclic de faire quelques jours de jeûne. Je ne suis pas forcément pour, parce que pendant ces périodes de jeûne, le risque, c'est que le métabolisme de base diminue. Et on a beaucoup de peine à le remettre en route ou à l'augmenter après. Et d'où le risque de prendre plus facilement du poids après ce genre de choses. Mais c'est vrai que quelques jours de jeûne, ça peut aider au niveau métabolique. Oui. Et ce qu'on entend aussi, Pierre Fournier, c'est l'importance ou pas du petit déjeuner. On dit il faut sauter le petit déjeuner, maintenant il faut faire des jeûnes de 12 heures. Surtout pas. Vous nous dites ça, c'est une fausse bonne idée. Fausse bonne idée, le matin pour aller travailler dans votre voiture, si vous allez en voiture, vous mettez de l'essence dedans. Le corps humain, il est pareil. Si vous ne lui mettez pas d'énergie, il ne fonctionne pas bien. Mais certains vous diront, mais ils n'ont jamais pris de petit déjeuner, ça fait 20 ans qu'ils n'en prennent pas, ils sont très bien. Finalement, c'est aussi une habitude du corps. C'est une habitude du corps, oui, mais nous, sincèrement, on pense que c'est presque une hérésie de ne pas déjeuner le matin. Une hérésie. Et il vaut mieux manger bien le matin, avoir un repas équilibré le soir. Et s'il y a un repas, à la limite, qu'il faudrait diminuer, c'est le repas du soir. Parce que le soir, vous n'avez pas d'activité physique et vous dormez. Donc votre métabolisme et l'énergie que vous avez besoin, elle est diminuée. Donc s'il faut manger, c'est plutôt le matin, le midi et pas le soir. Absolument.
Et on voit, il y a bien des études qui le montrent, qu'en mangeant bien le matin et puis à midi, mais peu le soir, on perd davantage de poids que si on fait l'inverse. Et ça vaut vraiment la peine, d'autant plus que si on mange bien le matin à midi, on aura de l'énergie, on ne sera pas fatigué, on n'aura pas le coup de barre à 4 heures où on a envie de manger une tablette de chocolat. Tout ça, ce sont des choses qui favorisent l'équilibre et qui vont aider dans la perte de poids. Et il y a un élément, on va terminer là-dessus, Pierre Fournier, on parle là, Gabriel Calderara nous parle de Donka finalement. C'est quoi la marche à suivre finalement quand on a un petit creux? Est-ce que c'est de dire non, j'attends le repas, ou au contraire de prendre quelque chose, mais peut-être quelque chose de plus sain qu'une barre de chocolat? C'est exactement ça. Il faut prendre. Si on fait un encas, on a le droit, mais on prend des aliments sains. On mange une pomme, on mange un bout de pain avec un petit bout de fromage, avec un petit bout de viande séchée, mais on ne va pas se jeter sur les barres chocolatées, sur les bonbons, sur les boissons sucrées, là, les cafés lattés, là, déjà tout préparés que vous trouvez. C'est l'erreur à éviter. Et la meilleure chose, c'est si vous prenez un bon petit déjeuner, en théorie, vous n'avez même pas besoin d'encas. Voilà. La première prévention, c'est celle-ci. Et les habitudes alimentaires, Gabriel Calderara, commencent dès le plus jeune âge. Finalement, ça a des conséquences sur le reste de la vie. Comment est-ce qu'on éduque l'enfant par rapport aux aliments? Alors, il y a la grande théorie, maintenant, chez les parents. L'enfant, il sait ce dont il a besoin. Je ne crois pas. Je crois que l'éducation, ça passe aussi par éduquer au niveau de l'alimentation. Et puis, des règles générales qu'on pourrait donner, c'est que ce sont les parents qui décident où et quand et quoi. Et l'enfant décide s'il va manger et combien. Mais s'il ne mange pas, il faut qu'il sache que dans l'heure qui suit, il n'aura pas des biscuits et des chocolats et des choses comme ça. S'il n'a plus faim, non. Ça, c'est une mauvaise habitude. Oui. Et c'est aussi les habitudes des cantines de bien servir les assiettes. Nous, on le voit dans nos restaurants d'entreprise. On nous donne trop. Moi, à chaque fois, je dis non, enlevez tout ça. Non. Moi, il y a un des points. L'éducation des enfants, elle est primordiale. Et ça, les études, elles ont montré que si on prenait bien en charge les enfants à l'école, à la cantine, à faire le sport, à les inciter, c'est 60 minutes d'activité physique, un enfant, tous les jours, normalement. Donc là, on y est loin dans les écoles, mais rien que pour l'éducation, on sait que si on apprend bien les enfants, ça a une répercussion chez les parents. Parce que les enfants disent « il ne faut pas que tu manges ça, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça ». Et il y a une étude en France qui a été menée sur 15 ans. 15 ans, et puis on a vu la population, le poids de la population du village qui avait diminué. Ah oui, impressionnant. Ouais. Et c'est vrai aussi quand il y a un groupe de personnes ou d'amis, et quand un commence à faire attention à son alimentation ou commence à faire plus d'activité physique, les autres suivent. Ça a un effet boule de neige dans le bon sens, pas forcément que dans le mauvais sens. Voilà, ce qui est bien dit. Merci beaucoup Pierre Fournier, responsable du centre de l'obésité de la Côte, et Gabriel Calderara, responsable du service de nutrition à la clinique La Linière. Merci beaucoup. Bonne suite à vous. Donc aujourd'hui, c'était, je vous le rappelle, c'est la journée mondiale du diabète en ce 14 novembre. Bonne suite de programme et puis quand même, bon appétit et à la semaine prochaine. Ciao.